Au sommaire de Miroir des Sports, du football américain, mais également du volley, du rugby et de la course à pied avec mes deux premiers invités qui compulsent leurs fiches pour être tout à fait au point. Georges Colombani, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Georges Colombani, c'est le président des courses hors stade du département du Gard, mais vous le connaissez peut-être sans doute également si vous êtes Nîmois. Il est conseiller municipal délégué aux grandes manifestations sportives et au handisport. Et à ses côtés, André Maurine. Bonsoir. Bonsoir, également du comité du Gard des courses hors stade, organisateur lui-même de divers événements, fondateur notamment des foulées d'Épinède. À Langlade. À Langlade que nous avons couvert, c'était il y a quelques semaines, c'est une des premières courses de la saison. Et une course également très courue comme celle que l'on va vous présenter tout de suite. C'était hier matin, dimanche. C'était même leur 10e anniversaire, les foulées de Tango. Tango pour transport en commun nîmois. Vous prenez le bus, et bien le dimanche matin 28 février, vous pouvez, comme 289 autres participants, courir à pied. C'est Nicolas Pinchino qui s'était levé de bonne heure et Frédéric Siller aux commentaires. Il en aura fallu du courage aux athlètes pour parcourir dimanche matin sous un ciel maussade les 10 km qualificatifs sur parcours plat des foulées Tango. Cette 10e édition organisée par les transports en commun nîmois aura réuni près de 280 coureurs. Une course qui tombe bien dans le calendrier, un excellent entraînement en vue d'une qualification pour les championnats de France. Les coureurs en début de saison, ils viennent, surtout beaucoup de coureurs, pour se qualifier pour les championnats de France de 10 km qui auront lieu à Ivry le 18 avril. Donc ces 10 km Tango sont des premiers 10 km de la région Languedoc. Ils viennent là, s'ils font les minima, c'est bon. Sinon, eh bien, ils enchaînent sur un autre 10 km dans le département de l'Hérault. 11 km 800, c'est la distance qu'il fallait courir avant que cette épreuve ne soit ramenée à 10 km, voilà une décennie maintenant, durant laquelle les bénévoles ont toujours répondu présents. Ça fait plaisir de voir qu'il y a tant de coureurs, d'une part, et d'avoir des bénévoles aussi, qui s'occupent de la course, parce que pour organiser une course comme ça, il faut beaucoup de monde. Il faut les croisements, les ravitaillements, et ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui s'investissent, quoi. Voilà. Ludovic Pagès, pompier du Gard, franchit la ligne d'arrivée en 32 secondes 04. Une performance qu'il juge satisfaisante. Je reprends, ça fait un mois, donc très heureux d'être à ce niveau-là au bout d'un mois de reprise et très content de ma place. C'est une de mes courses phares, j'aime bien vraiment beaucoup le 10 km et le semi-marathon, c'est mes deux courses fétiches, quoi. C'est là où je suis aussi le plus compétitif. Donc voilà, c'est très heureux de ce type de course. Françoise Dumas remportera la victoire chez les femmes en 40 minutes 37 secondes. Prochaine épreuve, le 18 avril à Ivry pour les championnats de France. Voilà, Françoise Dumas qui est d'Alès à ne pas confondre avec la candidate aux élections régionales, n'est-ce pas, Georges Colombani, vous confirmez? Oui, je confirme. Alors, cette course, les foulées tango, pas les foulées du tango, on ne vient pas danser le tango, on est bien d'accord. Ça fait partie donc de ces grandes courses de la saison. J'ai le programme avec moi et Georges Colombani l'a révisé. Voilà. C'est très impressionnant le nombre de courses hors stade organisées tout au long de l'année dans le département. Comment ça s'explique qu'il y ait autant d'engouement du côté à la fois des coureurs et des organisateurs? Mais les courses sont très réputées dans le Gard et il y a de plus en plus de coureurs qui viennent même de l'extérieur, des départements voisins. Il faut croire que la convivialité est de règle chez nous. Et les coureurs en tiennent compte. C'est l'esprit des fêtes votives qui je sais pas, rejaillit comme ça sur les courses. Oui, puisqu'il y en a 92 dans le département. Donc ça fait des week-ends très chargés. Et alors, on a des courses avec beaucoup de succès, ce qui se passe à Nîmes, notamment le semi-marathon. Oui, le semi de Nîmes, oui, bien sûr. Donc ça, c'est le 1er mai. C'est le 1er mai, oui. Et la course qui draine le plus de monde? Après le semi, c'était Rochefort-du-Gard. Puis il y a combien de personnes, combien de coureurs dans ces cas-là? Rochefort, ça dépasse les 1000. Ça dépasse le millier. Ça dépasse le millier, oui. Sommières, ça doit être à peu près pareil. Bon, puis après, il y a des courses comme Caverac, Langlade, Marguerite qui dépassent les 500. Qui dépassent les 500. Voilà. Et depuis janvier, là, on me montre, il y a eu déjà eu 10 courses et il y a eu 4000 coureurs.
4000 coureurs déjà, souvent le dimanche matin. Il n'a Souvent pas le toujours fait dimanche très beau en plus. Il a souvent fait froid, parfois Oui. humide. Oui. Et ça ne freine pas les coureurs. Qu'est-ce qui les pousse justement, les gens d'aujourd'hui, alors qu'on est tellement au chaud dans sa voiture, à aller s'épuiser comme ça le dimanche matin? Bon, il y a plusieurs raisons. Je pense qu'il y a le plaisir de retrouver les collègues parce que bon, le peloton est un peu vieillissant. Il y a beaucoup de gens qui se connaissent depuis déjà des dizaines d'années. Ah d'accord, Oui. donc ça vieillit quand même sur... Ça vieillit un peu, oui. Vous avez du mal à toucher la jeunesse? Oui. La jeunesse préfère pousser un ballon que... Certainement, comme certainement. Certainement. Qu'est-ce qu'il faut faire, Georges Colombani, pour réveiller alors la passion chez les jeunes? Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais comme vous dites, il y a beaucoup d'autres sports comme le foot, le rugby, tout ça. Mais les jeunes, ils préfèrent, je ne sais pas. Nous, on est plutôt dans les vétérans, les seniors vétérans, que dans les jeunes. Les gens qui s'entretiennent. Et ces coureurs que l'on voit l'emporter, souvent dimanche après dimanche, du reste, on retrouve souvent un peu les mêmes. Oui. Qu'est-ce que c'est qui les pousse comme ça à venir? Ben, le plaisir de courir, je crois, avant tout, plus que le rapport, parce que bon, il y a bien une petite prime, hein? Pas toujours, quelquefois. toujours. Oui, quelquefois. Il y a des coupes, bon, il y a quelques produits locaux, mais c'est pas ça qui fait venir les coureurs. Je pense que c'est plutôt le plaisir du sport. Votre coup de cœur, vous, de la saison, votre épreuve favorite, à Alors part là. l'Anglade que vous avez créé ou contribué à créer? Bon, alors on va laisser l'Anglade de côté. Bon, il y a le Semi de Nîmes qui est très, très agréable. Il y a Anduze, il y a Marguerite. Bon, puis il y a Caveyrac aussi. Il y a des petites courses. Il y a des petites courses qui sont très agréables. Même s'il y a peu de coureurs, on y trouve une bonne ambiance. Toutes les courses de village, tout ça, sont vraiment agréables. Et on est bien reçus. Avec une ambiance festive. Alors, une des courses les plus difficiles de la saison, c'est celle qui va se dérouler le dimanche prochain. Alors, une de celles qui vont se dérouler le week-end prochain, parce qu'il n'y en aura pas moins de 4. Et je vous propose de revenir sur l'année 2008. C'était la 6e édition du Raid des Drailles du Clos Gaillard. On en sera à la 8e cette année. C'est une archive télémiroir. Sous le soleil de la garrigue nîmoise s'est tenue ce dimanche la 6e édition des Drailles du Clos de Gaillard, un raid nature multisport organisé par la mairie de Nîmes et le club de course Gare Orientation. 300 participants ont arpenté les sentiers du domaine dès 9 h du matin. Il s'agissait d'enchaîner 3 épreuves. Une course à pied, une course VTT et une course d'orientation, le tout sur 2 parcours différents. Un premier parcours de 15 km pour les débutants ou niveau moyen et un second parcours de 30 km pour les sportifs confirmés. Après avoir fait bien chauffer les jambes, il fallait faire un peu chauffer la tête pour l'orientation et c'était bien agréable. Moi j'ai bien apprécié le traçage. J'avais fait déjà l'année dernière en équipe homme. Bon, on avait gagné aussi en équipe homme. Bon, cette année, je suis dans la préparation de gros raids, donc j'étais venu en individuel pour mettre un peu de rythme à l'entraînement. Il y a eu un petit souci au niveau du vélo, mais bon, on s'en est sorti moyennement, mais on a bien récupéré sur la course d'orientation. En vélo, c'était plus technique que les années précédentes, mais c'était agréable. On pouvait voir les petites fleurs sur les côtés encore, donc ça allait très bien. Seul hic sur le raid, la partie course d'orientation était un peu délicate pour les non-initiés. Le raid a une particularité par rapport à d'autres raids, c'est qu'il se fait sur une véritable carte d'orientation 5 couleurs aux normes de la fédération, parce que sur le site du Clos Gaillard, il y a un parcours permanent et 80 balises. Donc on peut le dire que les orienteurs, il y a quelques orienteurs, quelques clubs d'orientation qui participent, ont un petit avantage. Ouais. Les gagnants de cette année pour le parcours long individuel chez les hommes, Marc Boris avec un temps de 1 h et 49 minutes. Chez les femmes, c'est Valérie Soucier avec un temps de 2 h 21 minutes. Pour le parcours long en équipe, en mixte, l'équipe solidaire qui est arrivée en 2 h et 13 minutes. Équipe 2 hommes, c'est Guéraud en 1 h 54 minutes. Et enfin, équipe 2 femmes, c'est Émicelle, arrivée en 3 h 15 minutes. Dimanche 7 mars prochain, donc pour ce 8e Raid des Drailles du Clos Gaillard. C'est pas la course la plus dure de la saison. La plus dure, c'est les 4000 marches. 4000 marches, oui. C'est en juin. Juin. À Valleroque, bien sûr, au pied du Montégoal, et on monte jusqu'au Montégoal. Juste à l'observatoire. Jusqu'à l'observatoire, voilà, si vous voulez vous casser les pattes. C'est ouvert à tous, ces courses, ou il faut être licencié? Non, il suffit d'avoir un certificat médical.
Comme toutes les courses. Comme toutes les courses. Courir. Voilà, vous attendez combien de participants à propos dimanche, pardon. Oh, 300 à peu près. Comme l'année dernière. À peu près, oui. On essaie de limiter un peu pour la sécurité, mais sinon, les inscriptions sont toujours ouvertes jusqu'à mercredi. Jusqu'à mercredi. Donc comment on fait? On va sur le site internet de la ville de Nîmes. Oui, de la ville de Nîmes, ou téléphoner à service des sports de la ville de Nîmes. Voilà, et on peut s'inscrire. Merci messieurs, on va rester avec nous sur le plateau. On va parler sport collectif avec ce qui s'est passé ce dimanche en volleyball. C'était au gymnase Gaston, Le Su, la 16e journée. Nîmes recevait le Venelle, donc un concurrent pour les plus hautes marches de ce podium. Et on va regarder quelques images du début de cette rencontre avec les Nîmoises en blanc et leur coach qui se pose des questions sur la marche à suivre. Ça s'est très très bien passé au début de la rencontre avec les Nîmoises qui ont mené rapidement 2-7-0 en l'emportant assez largement sur ces 2-7, en tout cas avec pas mal d'avance. Et puis ça s'est un peu déréglé par la suite. Il faut dire qu'en face, c'était une équipe tout à fait sérieuse. Et du coup, les 2 sets suivants étaient perdus de façon beaucoup plus serrée. 23-25 et 22-25. Mais au final, ça a fait 2-7 partout. Il a fallu aller au tie-break. Et là, heureusement que nos Nîmoises se sont reprises pour l'emporter finalement après plus de 2 heures de match. Pour l'emporter 3-7-2, 15-12, là aussi serré au tie-break. On regarde les résultats, l'ensemble des résultats derrière moi, avec les résultats assez classiques, puisque Gruissant, le leader de cette poule C de National 2, l'a emporté à Canet, et c'était beaucoup moins serré sur les autres rencontres. 3-7-0, 3-7-0, 3-7-0. Toulon-la-Seine, on se rappelle qu'on a rencontré cette équipe il n'y a pas longtemps, il est allé l'emporter à Istres. Au classement, ça donne avec des Nîmoises toujours accrochées à la 2e place, qui conservent leur avance, donc qui augmentent leur avance sur Venelle 2, puisqu'elles viennent de l'emporter. Attention, le prochain match, ce sera dimanche prochain en déplacement, et ce sera à Gruissant, chez le leader. Autre sport collectif et autre, alors là cette fois c'était du déplacement chez les messieurs, l'USAM. L'USAM, 2e match de la semaine après la défaite mercredi à Nantes. À Nantes c'était assez serré, ça l'a été un petit peu moins à Dunkerque, c'était contre le 3e. Je ne sais pas si on a retrouvé les tableaux. Voilà, ça y est, ça va s'afficher. Avec donc les Nîmois qui étaient menés 17-13 à la mi-temps, qui sont un petit peu revenus, mais au final 33-29. Ils sont, je les cherche, les Nîmois, ils sont au milieu du tableau. Voilà, Dunkerque, si on peut revenir sur les résultats, pardon. On est allé un petit peu vite. Alors, ce qu'il faut observer, c'est que Toulouse a perdu. Créteil, Toulouse a perdu à la maison. Créteil a perdu également, je cherche Créteil, à l'extérieur à Istres. Dijon a perdu à la maison face à Tremblay. Aurillac a perdu, évidemment, c'est le gros score de cette journée, face à Montpellier. Ce sont des équipes en lutte avec Nîmes pour la relégation. Cesson l'a emporté, on regarde ce que ça donne au classement. C'est pour ça que Nîmes reste 12e à égalité de points avec Toulouse. C'est Cesson qui fait la bonne opération en se rapprochant d'Istres. Les autres équipes restent au même niveau. Istres, prochain adversaire des USAMistes, ce sera le 20 mars prochain. Voilà pour le handball. Les filles n'ont pas joué ni en D1 ni en D2. Il y a une trêve internationale avec des Nîmoises d'ailleurs qui sont dans l'équipe de France. Allez, on va marquer une première pause dans cette émission. On va se retrouver pour parler notamment foot américain. Merci messieurs, à très bientôt pour parler de course hors stade et d'autres choses, n'est-ce pas Georges? Ça va? Ça se passe bien en ce moment le sport à Nîmes? Ça se passe très bien. Hein? Oui. Ça va plutôt pas mal, là. Les filles, le volley c'est pas mal, le hand, les crocos, c'est bien. Oui, le foot aussi. Le foot c'est bien. Allez, on va parler foot américain, ça coince un peu là pour ce début de saison, mais ils vont se reprendre, à tout de suite.
super. Il était une fois les matinées magiques. Le rendez-vous que Kinépolis donne à tous les enfants et à leurs parents le premier dimanche de chaque mois, avec un tarif unique pour tous, 5 €. Au programme, des animations, une avant-première ou l'un des films pour enfants à l'affiche et un cadeau surprise. Kinépolis, bien plus qu'un cinéma. La crise ne doit pas vous obliger à renoncer à vos loisirs. Depuis presque 4 ans, Resto Malin est la solution qui vous permet d'aller au resto et de sortir à moitié prix. Un repas ou une sortie achetée, c'est la même prestation qui est offerte. Achetez dès maintenant la nouvelle édition Resto Malin Automne-Hiver 2009-2010, au prix inchangé de 20 € chez les restaurateurs participants ou par courrier à l'adresse suivante, Athénor Sud, 7 rue de Garenne, 30 230 à Bouillargues. Plus d'infos sur le site www.restomalin.com. Resto Malin, pour sortir à moitié prix en période de crise, on n'a jamais vu aussi malin. Miroir des sports, deuxième partie avec du foot et du foot US pour commencer avec nos invités. Cédric Cottard, bonsoir. Bonsoir. Et Bruno Péladan est bien entouré là. Bonsoir, oui. Il a mis le gros pull, parce qu'à côté, attention, on a sorti les ponchos. Gilles Borel, ça va Gilles? Ça va. En forme? On fait aller. On fait aller. On fait aller, ils ont attaqué cette saison à fond. Pour l'instant, c'est un peu difficile. Troisième rencontre, troisième défaite. Exactement. Deuxième match à la maison, c'était dimanche soir face aux Cougars de Saint-Ouen. Il faut se méfier de cette équipe de la région parisienne. Attention, on avait perdu à domicile face aux Dauphins, les Niçois, 7-26 à l'extérieur. C'est 12-44, c'est ça? Voilà. Ouais. Et puis à la maison, ça a donné 6-28. On va regarder les images de Nicolas Pinchino. C'était donc samedi soir à Kaufmann, en nocturne, vers 20h, je crois. Et puis voilà, donc ça c'est l'avant-match. On se serre la main, c'est pas la guerre, c'est du foot américain. Les Nîmois sont dans leur couleur en rouge, avec une belle course là de Mike Mayandou. Mike Mayandou, on va le retrouver d'ailleurs plusieurs fois, Mike Mayandou, qui se dégage très bien là, au milieu de la défense des Cougars. Il est stoppé, mais il a largement rempli son contrat sur cette action-là. Le premier tiers-temps, comment ça se passe? Carton, pardon, ça se passe comment? Ça se passe plutôt bien, on arrive à tenir l'adversaire. Le souci qu'on a eu après dans le cours du match, on le voit là sur les images. C'est le quarterback américain qui a trouvé ses receveurs plusieurs fois, et, dont dans la end zone, et ça nous a posé pas mal de problèmes sur toutes les séries offensives qu'ils ont faites durant le match, quoi. Et là, c'est lui qui marque, je crois. Forcément. Au jeu du gagne-terrain sur tous les matchs qu'on a fait cette saison, c'est vrai que les quarterbacks étrangers nord-américains nous ont posé énormément de problèmes. Voilà. Alors voilà Mike Mayandou dans sa course là. Il a fait un très bon match d'ailleurs. Sur le début de saison, on arrive quand même à développer du jeu, quoi. On a juste un petit peu de soucis, c'est les passes et c'est touchdown. Et ça a été ça, c'est notre plus gros problème cette saison, c'est que l'objectif, j'avais demandé aux joueurs d'éviter les gros jeux, et on est on fait une contre-performance là-dessus, quoi. On n'arrive pas à gérer ce type de jeu-là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être plus agressif sur la défense sur le quarterback ou... C'est-à-dire que les joueurs clés, donc, quand ils ont des quarterbacks, oui, il faut faire attention au jeu au sol, enfin au jeu de passe. Et il est vrai que on l'a vu au premier match. Deuxième match, c'était encore pire parce qu'on a pris 44 points et c'était que par les airs. Et puis là, même souci. Et nous, notre souci, il est là, c'est que nous, on n'arrive pas à développer notre jeu aérien. Voilà, nous, on passe en course quand vous... nous, les courses, ça va bien, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mais pour vraiment gagner du terrain, il faut faire des lancers. Il faut pouvoir attaquer l'adversaire aussi bien dans les airs qu'au sol. Alors il est vrai que quand nous on arrive à bien courir, à un moment donné l'adversaire s'adapte et nous donne la place pour la passe, mais on n'est pas assez fort encore. On n'est pas encore assez fort sur la passe. C'est quoi? C'est cette culture du quarterback? Là, chez nous, le quarterback, c'est vous, hein? Non, c'est pas moi qui ai joué. J'ai joué depuis le début de saison. J'ai fait que le premier match en quarterback. On a eu pas mal de blessés, donc il a fallu que je repasse sur la ligne offensive sur le deuxième match. Et puis là, je jouais receveur. Là. Et là, on voit encore cette passe qui n'arrivera pas, forcément. Donc, alors, vous avez marqué quand même un touchdown que l'on n'a pas à l'image. Donc malheureusement. mais parce que c'était un truc un peu particulier.
C'est-à-dire que en tout cas d'après voilà, Nicolas Pelcino. le quarterback a échappé la balle, donc je pense que le caméraman s'est dit tiens, c'est terminé. Il l'a ramassé, il s'est mis à courir et puis il l'a lancé. J'ai réussi à la ramasser, enfin à l'attraper, puis à aller marquer les 6 points du match, quoi. Et là, on voit encore une cavalcade de Mike, mais qui marque sur ce coup-là, non? Non, on a les seuls 6 points, c'est que sur la passe. Voilà, ce sera les seuls points. C'est difficile de jouer contre des quarterbacks américains, mais est-ce que toutes les équipes ont des quarterbacks américains dans ce championnat? La plupart, oui. Oui, toutes ont un quarterback étranger. Donc nous, c'est quoi qui fait la différence? C'est qu'ils font ça depuis tout petit, là, comme exactement. Et puis ils savent identifier les défenses, ils connaissent les points faibles. Et c'est beaucoup plus facile de trouver leur cible. Et nous, on a été habitués ces 3 dernières années à jouer contre des quarterbacks français qui ont un peu plus de problèmes à trouver leur receveur, à avoir des longues distances de trajectoire au niveau de leur balle, au niveau de leur lancer. Et nous, en 3 ans, les joueurs sont habitués à un certain style de jeu. Là, on passe à un niveau supérieur. Et il faut que les gens anticipent. En fait, il ne faut pas attendre qu'ils lancent le ballon et courir après la balle. Il faut anticiper tout ce que l'adversaire doit nous faire, surtout le quarterback. C'est difficile d'appréhender, d'apprendre tout ça aussi vite, Bruno, président? Oui, on ne pensait pas, au début de saison, à avoir 3 défaites et 0 victoire. On pensait pouvoir accrocher les 2 équipes qu'on a connues en 2e division, Cannes et Nice. Bon, ça ne s'est pas fait, tant pis. Mais il y a les matchs retour. Contre eux, il faudra aller gagner à Nice et gagner à la maison contre Cannes, si on ne veut pas finir dernier de notre poule sud, des 3 équipes. Et puis bon, j'espère qu'on va gagner d'autres matchs. Et puis pour rester en élite. Gilles? Ouais. Alors, ils sont plus forts, plus solides, plus gaillards, l'élite? Non, ils ont des bons gabarits. Plus vite, oui, ça va plus vite, mais c'est faisable. Sauf que, voilà, comme l'a dit Cédric, on perd sur des détails que nous, on n'en travaille pas assez à l'entraînement. Et puis voilà, puis à l'arrivée, eux, ils ont de la rigueur. Et puis une erreur, ça se paye par 6 points. Alors qu'en D2, en D3, on jouait qu'une mi-temps sur 2 et on arrive à gagner, alors que là, si tu joues une mi-temps sur 2, ça fait 22-0 en première mi-temps, et puis en deuxième mi-temps, il y a 6-6. Si on joue les deux mi-temps à fond, peut-être que ça fait 12-12. Donc voilà, quoi, je veux dire, bon, après, il n'y a pas... Est-ce qu'il y a toujours du plaisir à jouer quand on est face à des équipes comme ça? Non, mais justement, des fois, il y en a même peut-être plus de plaisir du fait que justement, au moins, c'est un challenge de jouer en première division. Voilà, ça fait des années qu'on fait tout pour y arriver. Là, on a le mérite de jouer en première division, puis avec des gars solides en face, avec des gens que ça fait des années qui font ça. Maintenant, il faut arriver à se mettre à leur niveau. Mais ça, c'est... Quand Cédric dit qu'il faut qu'on arrive mieux à anticiper, à mieux lire l'adversaire et sa défense. Ah oui, bien sûr. Ouais. Disons qu'en jouant à un niveau inférieur, la plupart des équipes adverses, ils faisaient un peu du n'importe quoi. Et voilà, mais là, maintenant, ils savent ce qu'ils font. Et ils vont plus vite. Si on n'anticipe pas un peu... Ou alors, faut qu'on s'entraîne tous les jours, muscu à fond, vitesse, et ça, c'est pas possible encore. Donc, Et stratégie, toujours stratégie. C'est beaucoup, la tactique, la stratégie, le foot américain, Cédric. Oui, mais la stratégie, je pense qu'on l'a. Le souci, c'est de l'appliquer après. C'est que c'est bien beau d'avoir tout sur papier. Bon, là, on va les arrêter, tout va marcher, mais c'est les joueurs qui jouent. Et quand un joueur, on lui dit de couvrir en profondeur un attaquant et qu'il s'arrête, parce que je ne sais pas pourquoi, et puis que tu as l'attaquant qui passe derrière, qui attrape la balle et qui marque 6 points, tu te dis mais il n'a pas compris. Oui. Alors, et pourtant à l'entraînement ils le font, donc alors où ils sont stressés, ou alors ils ont peur de mal faire les choses. Enfin, il faut trouver le déclic pour qu'ils en fait n'attendent pas que ça arrive, il faut se dire ça va arriver, il faut que je sois bien placé pour faire le jeu. Donc bon, maintenant c'est... Là je pense qu'il y a certains joueurs qui apprennent, il y a beaucoup de nouveaux qui jouent aussi, qui ont attaqué la 2e division l'an dernier et qui là passent en élite, et je pense qu'ils sont en train d'apprendre un peu le football. La découverte, voilà, la découverte. Le vrai football américain. Tiens, 2 réactions captées à la fin de ce match. Celle de Xavier Mas, c'est l'entraîneur des Cougars.
Et puis Benjamin Morizet, que vous connaissez bien ici à Nîmes, hein, puisqu'il était nîmois il n'y a pas si longtemps. Et depuis, il est passé par Nice et désormais, il joue à Saint-Ouen. On les écoute. L'objectif, c'est d'aller essayer de décrocher la première finale de notre histoire. On a assez mal commencé parce qu'on a perdu à 3 secondes de la fin contre Amiens le premier match. On n'a pas très bien joué sur le deuxième contre les Templiers et on perd dans les 2 dernières minutes aussi. Et puis là aujourd'hui c'était assez compliqué pour nous parce qu'on a fait un long déplacement, on n'est pas venu avec toute l'équipe. On n'avait que 26 joueurs aujourd'hui, j'ai pas mal de blessés, j'ai des gars qui sont en vacances. Donc je partais un peu dans l'inconnu et surtout c'est la première fois qu'on jouait Nîmes. Donc on partait avec beaucoup d'inconnus et on a fait une première mi-temps à peu près correcte. Et ensuite c'était assez lourd avec le terrain assez humide et peu de joueurs. Ça a commencé à fatiguer les organismes. Sur le papier justement, une équipe qui a un gros potentiel? Une équipe qui a un potentiel, mais je dirais qu'il y a certains joueurs qui ont un peu un poil dans la main et qui parfois répondent pas trop au potentiel, quoi. On a vu par exemple le 47 qui a droppé 5 ballons faciles en deuxième mi-temps. Et lui, normalement, c'est un joueur clé, quoi. Donc c'est ce que je leur ai dit en fin de match, quoi. Il faut se remettre à travailler toute la semaine parce qu'il n'y a rien d'acquis. Et en fait, sur la deuxième mi-temps, on fait 6-6. En ayant mené 22-0 à la mi-temps, on s'est relâché et on n'a pas été assez concentré sur la deuxième mi-temps. Il faut qu'on travaille plus sérieusement que ça. Avant ce déplacement justement à Nîmes, c'est une équipe qui vient d'accéder en élite. Vous ne connaissiez pas ce que vous alliez rencontrer en face. C'est une inquiétude particulière avant de... C'était pas vraiment une inquiétude par rapport à Nîmes, c'était plus par rapport à mes joueurs. Comment ils allaient appréhender la rencontre avec une équipe qui justement monte de 2e division, a commencé par 2 défaites. Donc je me suis dit comment ils vont aborder le match. Est-ce qu'ils vont être plutôt tranquilles en se disant que ça va être facile, ce qui est un peu arrivé il y a 2 semaines aux Templiers et qui nous a coûté cher. Et moi, je connais quelques gars de Nîmes, puisque en ayant coaché sur l'équipe de France, je connaissais Cédric, je connaissais Jean-Phi, et même Bige, que j'avais côtoyé il y a quelques années. Donc je sais qu'ils avaient des gars de talent. Et après, voilà, ils sont montés en D1, c'est pas pour une raison de tomber du ciel, quoi. Ils ont fait ce qu'il fallait en D2 pour monter. Donc moi, j'ai pris ce match-là comme n'importe quel match de D1, je l'ai préparé comme n'importe quel autre match. Et je vous dis, les inquiétudes que j'ai, c'était plus sur l'attitude de mes joueurs, plutôt que sur le niveau de Nîmes ou l'autre niveau, quoi. En fait, j'étais à Nîmes il y a 3 ans, je suis parti à Nice entre-temps et maintenant je suis monté au Cougar. Et quand j'ai appris qu'ils sont montés en élite, j'étais content parce que voilà, ça permet de rejouer contre les copains et d'être de l'autre côté pour une fois. Bon, ce soir c'était plutôt difficile pour eux, mais est-ce qu'il y a une évolution justement dans leur jeu? Ils jouent toujours beaucoup de courses, donc ça déjà on le savait, donc on a su s'adapter, mais c'est une bonne équipe franchement. Pour une première année, ils se démerdent pas trop mal. Bon, les scores sont pas là, mais ils jouent. Voilà, les scores ne sont pas là, mais le cœur y est, n'est-ce pas, Gilles? Ça fait rire, ça, d'entendre Benjamin. Non, c'est le fait qu'on l'a connu jeune et qu'on l'a entraîné jeune, et puis maintenant qu'il... Il est un peu plus gaillard, là, maintenant. Ouais, c'est l'écran qui fait ça, il est pas... C'est le 16-9e. C'est le 16-9e. Il est pas solide, quand même. Mais voilà, c'est bien, il a eu sa place en élite, et puis il joue dans une des meilleures équipes en France, et puis c'est bien pour lui, quoi. Alors qu'il savait que Nîmes, ça joue beaucoup de courses. Ouais. Le jour où on aura de l'argent, on aura un quarterback américain, on pourra lancer de... Alors Bruno, souscription, on veut acheter un quarterback américain. Ouais, il faudra attendre plus gros budgets que ce qu'on a. Mais bon, on travaillera plutôt sur la formation. Un étudiant américain qui traîne par là, qui est venu faire... Erasmus. Ou un échange franco-canadien, je ne sais pas. Pourquoi pas. Prochain match, les Templiers, ils en parlaient il y a un instant, c'est du côté de la région parisienne. Ce sera le 13 mars, un déplacement. Oui. Donc Gilles, il ne faut pas y aller juste pour aller s'amuser à Paris. Il faut y aller pour gagner. Grosse équipe, ça, les Templiers, non? Pas forcément. Si, quand même, oui. Et puis après, les Argonautes, ça fait partie des historiques du foot américain en France. Du club. Le 20 mars, à Kaufmann. Samedi soir. Voilà. 20h. On attaque du lourd là jusqu'à la fin de saison. Encore plus lourd que ça. Allez, restez avec nous, on va parler soccer, pour rester dans votre jargon, avec la Ligue 2, la 26e journée. C'était vendredi soir pour l'essentiel. Il y a encore un match ce soir, Metz-Le Havre. Nîmes Olympique, 4e, recevait Nantes, 14e. Vous ne rêvez pas. Et si en plus vous avez assisté à la rencontre, vous avez vu qu'effectivement, il y avait un certain écart entre les deux équipes. Un résumé proposé par nos confrères de Ma Chaîne Sport. Nîmes, 5e, 37 points, reçoit Nantes, 14e, 31 points. 2 entraîneurs, Korf, Cavani et Gentili. L'entraîneur nantais qui fait ses débuts, le 3e cette saison pour les Canaries. Les Canaries
qui prennent le bon bout de cette rencontre avec ce ballon décalé à la 11e minute. C'est De Freitas qui frappe, c'est Puy de Bois qui prolonge au fond de ses filets. 1-0 pour Nantes. Ouais. C'est une des premières actions nantaises et une très belle frappe de Freitas et le gardien malheureux Puy de Bois qui se la met au fond. Il avait été malheureux au match aller, Puy de Bois. Il commence mal ce match au retour. Les Nantais pas loin d'inscrire un second but, mais Puy de Bois cette fois-ci réagit bien. Jean-Michel Cavalli pas content du placement de son équipe et qui attend la réaction de ses joueurs. Elle vient avec ses ballons à destination de Mukonjo. Cavalli qui remet devant, c'est entre Haïté et Vandriki. Il y avait Kamena. Au Costière, il sait que son équipe est en danger, qu'elle mène au score 1-0, mais à la 59e minute, Zarabi égalise pour le Nîmes Olympique. Une défense nantaise bien passive, on voit le défenseur qui ne fait pas l'effort et Zarabi qui la met très bien du plat du pied. Il est bien esselé le gardien nantais. Premier but de la saison pour Zarabi. Et regardez ce qui se passe quelques minutes après. Eh bien c'est encore un danger sur les buts de Kamena. Ça va revenir. Boli avait déjà failli partir. Et là il n'est pas hors jeu Boli pour marquer en 2 temps ce but malgré la parade de Kamena. But validé en 4 minutes. Nîmes était mené 1-0 et mène 2-1. Le défenseur nantais qui joue très mal le coup sur le côté, qui sort vraiment au dernier moment et c'est lui qui relance. On le voit, il s'arrête, il remet en jeu le joueur, voilà, il revient. On le voit très bien sur cette action, les petits sont contents. Ah oui, ça fait 2-1 pour les Nîmois du côté des Nantais. On a pris un énorme coup au moral et puis ça revient encore une fois avec Haïté. Servi par Vandriki. Très beau 1-2 et Haïté qui frappe. C'est le défenseur nantais qui la met en corner parce qu'autrement elle était encore bien placée. 2-1, c'est le score final pour les hommes de Cavalli. Et la réaction de Jean-Michel Cavalli, pardon messieurs, juste après le match. Au commentaire, vous avez peut-être entendu Bernard Pardo, commentaire de ma chaîne Sport. On a fait une petite interview de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. On vous présentera tout ça dans Croco Hebdo demain soir. On écoute la réaction de Jean-Michel Cavalli. C'est pas encore le Real Madrid, mais on est à Nîmes. C'est le tableau d'affichage qui est le plus important. On sait gérer les matchs aujourd'hui. Je vous avais dit, on apprend vite. On n'a pas su faire ce qu'il fallait faire contre Metz et contre Le Havre. On l'a fait contre Laval et on l'a fait contre Nantes. C'est ça qui est le plus intéressant. C'est le rythme, la beauté du geste, le spectacle. C'est bon pour Barcelone, ça. C'est bon pour le Real de Madrid. C'est bon pour des clubs qui ont des gros moyens, avoir des grandes stars. Nous, on fait avec nos moyens, mais on sait faire. On sait faire. Voilà, Cédric Cottard et Gilles admiratif devant la dialectique de Jean-Michel Cavalli. Hein, c'est fort, ça. Hein, ah ouais, non, mais c'est bon. Hein. C'est bon. Mais il est bon. Ça fonctionne. Quand ça gagne et quand ça perd, il est bon pareil. Hein, hein ouais. Allez, tout début de ce match, vous verrez également les images demain. C'est Jean-Jacques Vandriki qui a reçu son prix de meilleur joueur de Ligue 2 du mois de janvier. Voilà, ça se passe plutôt bien pour les Crocos. On verra le résultat et le classement complet tout à l'heure. Là, d'abord, le résumé de Vannes ACR l'Avignon. C'est Nicolas Fabre qui était en déplacement en Bretagne. Les Arléo-Avignonnais qui ont ramené un bon match nul. C'est vrai que c'est pas facile la reprise en 2010 pour les hommes de Jean-Marc Conrad. Nicolas Fabre. L'ACA se déplaçait à Vannes pour la 26e journée du championnat de France de Ligue 2. Les hommes de Michel Estevan qui restaient sur une série de 5 matchs à l'extérieur sans prendre le moindre point. Autant dire que les Arlésiens ne partaient pas favoris. En première mi-temps, ce fut les Vannetais qui monopolisaient le ballon sans être pour autant dangereux. Très peu de frappes cadrées des deux côtés et pas grand-chose à voir sur le terrain. En deuxième mi-temps, les Arlésiens se montrèrent plus dangereux, notamment en contre, sans pour autant arriver à marquer le moindre but.
Au final, ce fut un match sans grand spectacle. Les points positifs de la rencontre et la série stoppée de 5 matchs sans prendre le moindre point à l'extérieur. La cage de Cyril Merville, quant à elle, est restée inviolée et le petit point du match nul qui fait du bien. Autant dire que l'ACA n'aura pas mis longtemps à réagir après sa première défaite à domicile le week-end dernier. Les Arlésiens recevront mardi soir à Avignon au Parc des Sports, Sedan en match en retard. 3 points qui seront importants pour le maintien. Effectivement, le match en retard a été donc reprogrammé demain, mardi. On va regarder l'ensemble des résultats de cette 26e journée avec le match, je vous le disais, Metz-Le Havre ce soir. Des résultats assez étonnants comme la victoire d'Ajaccio à l'extérieur à Tours, le match nul de Strasbourg à Caen chez le leader, la défaite à la maison du Dauphin-Brest face à Sedan, prochain adversaire d'Arles-Avignon. Le reste, comme la victoire d'Istres à domicile face à Châteauroux, d'Angers face à Clermont est plus attendu. Bastia-Grappillé, un petit point du match nul face à Guingamp. Ça ne change pas grand-chose au classement, avec toujours les Bastiais en fin de ce classement. Istres 19e, Châteauroux 18e. Il faut remonter pour retrouver nos couleurs. Les Nîmois 4e avec 40 points. Il avait fallu attendre les toutes dernières journées la saison dernière, rappelez-vous, pour atteindre cette addition des 40 points. Caen 51, Brest 49, Metz 41 qui joue ce soir face à Le Havre. Le Havre qui peut-être rejoindre Nîmes ce soir au classement. Arles, Avignon est 11e, dépassé par Sedan, leur adversaire de demain. Le prochain match, la prochaine journée, ce sera la 27e avec un déplacement à Guingamp. 20h30 de nouveau, ce sera retransmis et l'ACA recevra Istres, duel provençal. On va marquer une courte pause et on se retrouve pour parler notamment rugby. C'était à Kaufmann et c'était dimanche. J'espère que vous n'aviez pas trop abîmé le terrain, messieurs. Pas du tout. Non, pas du tout. Nickel. C'était un billard. Après vous, c'était un billard. Tout à fait. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont gagné d'ailleurs. On vérifiera avec notre invité dans un instant. A tout de suite pour la dernière partie de Miroir des Sports. Côté homme, côté femme, masculin direct, 25 boulevard Sergent-Trier à Nîmes. Profitez d'une remise de 10% les jeudis 19 et vendredi 20 mars autour de la nouvelle collection Printemps-été 2009. Masculin direct, ouvert tous les jours, du lundi après-midi au jeudi 19h, vendredi et samedi, non-stop de 10h à 19h. Kinépolis et de Metropolitan Opera présentent l'opéra au cinéma. Découvrez 10 opéras exceptionnels, retransmis en direct depuis New York. Regardez, écoutez et vibrez au son des plus belles voix contemporaines d'opéra. L'opéra au cinéma, des représentations uniques à vivre en direct sur écran géant en haute définition pour des sensations inoubliables. Infos et réservations sur kinepolis.com/opéra. Miroir des Sports, troisième partie avec au programme du rugby et Jean-Michel Meunier qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes le directeur sportif, manager sportif? C'est ça. C'est ça? Directeur sportif. Directeur sportif, voilà, ça change, voilà, les clubs, les saisons, les modes aussi un petit peu. Hein, donc directeur sportif du RCNG. Vous êtes un ancien joueur du RCNG, vous avez fait une saison, vous avez beaucoup joué en élite avec Montpellier notamment. Vous avez participé à la montée top 14 de Montpellier, champion de France de Pro D2 avec Montpellier. C'est des beaux souvenirs? C'est des très bons souvenirs de rugby, très très bons souvenirs. Et vous y avez croisé bien sûr un certain Jérémy Valls là-bas? Jérémy Valls et Pierre Takela. Vous avez joué avec eux et là maintenant, donc, comment ça s'organise? Vous êtes au-dessus d'eux, c'est ça? Non, on essaie de travailler en synergie avec donc Pierre Takela, Jérémy Valls et Michael Gooding. Donc on essaie de porter nos connaissances au service de ce club, et en particulier de l'équipe première. Et pour ce qui me concerne, j'essaie de les porter au service du club. Voilà. Alors qui fait quoi? Alors Pierre Takela s'occupe des avants depuis le début de saison, Jérémy Valls des trois quarts et de l'ensemble, chapeaute l'ensemble au niveau du plan de jeu. Michael Gooding chargé de la préparation physique
Et mon travail, c'est un travail de coordination pour ce qui est de tous ces différents acteurs. Et le lien aussi avec le... C'est vrai que ça a l'air comme ça un peu facile, hein, s'occuper d'un club, mais c'est compliqué, il y a beaucoup de joueurs, donc beaucoup de cas particuliers, il y a les blessés, il y a ceux qui ne peuvent pas jouer, etc. En plus, on est dans le monde amateur, donc c'est encore plus compliqué à gérer. Et effectivement, même dans des équipes, dans des divisions comme celle de Nîmes, hein, le Fédéral 2, qui correspond au 4e échelon, eh bien, il y a beaucoup de travail pour gérer tout ça, c'est ça? Alors on n'est pas dans le secteur professionnel, on est censé être dans le secteur amateur, mais on est dans un entre-deux qui fait que voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Mais effectivement, gérer tout ça, c'est prendre en compte le niveau de jeu dans lequel on évolue, mais aussi les garçons avec lesquels on joue le dimanche. Et ces garçons, ils ont du travail et des vies de famille. Et il faut pouvoir concilier tout ça. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'attention. Et on s'entraîne le soir, hein. Et on s'entraîne 3 fois par semaine, le soir à 19h. Voilà. Qu'est-ce qui a manqué? Est-ce que vous avez suivi le RCNG, la première partie de la saison? Oui, alors j'étais présent, on va dire de manière informelle. J'ai suivi l'équipe. Ce qui a manqué, c'est à mon sens un groupe qui a eu du mal à se former justement parce que c'est 30 joueurs, voire presque 40 joueurs qui sont intéressés à l'équipe première. C'est des entraîneurs qui sont arrivés cette année, c'est un club qui se cherche. On va dire, je pense que même si je reste persuadé que ce club est un club qui doit jouer au niveau supérieur, actuellement en Fédéral 2, on est un peu en phase de convalescence. Voilà. Et vous avez donc vécu ces matchs difficiles avec ces défaites. Pourtant, le président, Claude Ponto, on l'avait sur ce plateau la semaine dernière, il pensait qu'il avait bien fait les choses au moment du recrutement, en faisant notamment revenir beaucoup d'anciens Nîmois, donc des gens qui pouvaient apporter un esprit, comme on le connaît ici, un esprit de combat. Et c'est peut-être justement cet esprit de combat qui a manqué, non? Alors, je pense que le président a vraiment bien fait les choses et a tout fait pour que les choses se passent bien. Maintenant, la réalité du papier, elle n'est pas toujours la réalité du terrain. Et là, en l'occurrence, ça a été le cas. Je pense que quand on explique à des joueurs qu'ils vont être meilleurs que tout le monde, qu'ils vont être au-dessus, c'est difficile pour eux de se remettre en question. Donc là, je crois que les joueurs ont appris l'humilité et sont encore en train de l'apprendre. Et bon, j'espère qu'ils vont être revanchards par rapport à ça. En tout cas, c'est sûr que les déconvenues du début de saison, elles sont liées certainement à un manque d'engagement général et un manque d'implication de la part des joueurs. Et ça, ils l'ont reconnu, mais aussi et surtout parce que la dynamique de groupe a eu du mal à se mettre en place. Allez, on va regarder quelques images du match de ce dimanche. C'était là aussi la 16e journée. Nîmes recevait au Stade Kaufmann hier dimanche après-midi l'équipe de la vallée du Gapot, Soliespont, c'est dans le Var. C'est ça. Et on sait jouer au rugby dans le sud-est, on l'a déjà constaté à l'occasion de différents matchs cette saison. La vallée du Gapot, c'est pas forcément des foudres de guerre, hein, ils sont avant-derniers je crois, ou 10e. Et alors, on s'est un petit peu fait piéger sur cette opération, puisque vous avez marqué pratiquement tous les points lors de la première mi-temps, et on a beaucoup raté de la première mi-temps. Et là, donc, on a des extraits de cette deuxième mi-temps. 3 essais quand même en première mi-temps. Tissot, Romain, Yannick Saladier et Stéphane Benguigui. Mi-temps 22-6. Voilà, le score est fait à la mi-temps. Non seulement le score est fait, mais en plus on a un point de bonus acquis puisqu'on a marqué 3 essais en première mi-temps. Ça peut expliquer en partie le relâchement de la seconde mi-temps. Pour moi, c'est vrai que c'est un match avec un bilan mitigé. À la fois, on a les points qu'on souhaitait, à la fois on récupère le point de bonus, mais on fait une deuxième mi-temps où on a, je crois qu'on fait 8 en avant en situation de marque ou près de la ligne. On voit encore un ballon cafouillé, gâché, hein, puisqu'il y a une belle situation de marque. Et voilà. Il revient, hein, l'arbitre est revenu à la faute, c'est pour ça qu'on a conservé la balle, mais visiblement sur l'action on avait gâché cette. Voilà, donc là on a un essai qui nous est refusé. Bon, c'est un peu à l'image de ce match où les garçons ont mis beaucoup d'engagement, ont mis beaucoup d'implication. C'était l'objectif de ce match.
et où on échoue, en tout cas en deuxième mi-temps, très très souvent près de la ligne. Et sur la deuxième mi-temps, donc c'est la Vallée du Gapo qui gagne, hein, puisqu'il marque 6 pour 0. Et là, on voit encore une belle action qui est stoppée par les Varois. Voilà, une pénalité à 5 mètres de la ligne avec un ballon perdu. Voilà, donc c'est à l'image de ce match. Moi, ce que je retiendrai, puisque je pense qu'il faut aussi voir le positif, c'est qu'on arrive avec des intentions de jeu. On a essayé de construire. À mon sens, on a peut-être voulu un peu trop jouer dans la défense. On aurait intérêt peut-être à jouer plus devant la défense et moins dans la défense pour éviter de perdre les ballons et se rassurer et gagner en confiance. Mais en tout cas, on a vu des intentions de jeu et ça, c'est ce dont on était à la recherche depuis déjà quelques temps. Allez, ça se bagarre bien tout de même. Il y avait un esprit quand même. Hein. Les Nîmois ont été moins performants dans le jeu, mais l'esprit est resté jusqu'au bout. Voilà, c'était un peu ce qu'on recherchait, essayer de retrouver de la confiance collective, essayer de se rassurer sur les bases que sont la mêlée, la touche, les coups d'envoi, etc. Toutes les phases de conquête. On avait beaucoup travaillé le jeu au sol et la conservation du ballon. Je crois que c'est un des points positifs où cette équipe a su quand même se mobiliser sur ce qu'elle avait travaillé dans la semaine. Voilà. Après, là où on a été très très négatif, c'est sur des fautes de maladresse et en particulier près de la ligne. On écoute en réaction après ce match un des joueurs de chez vous, le capitaine Romain Tissot, et puis également Patrick Pézéry, l'entraîneur de Vallée du Gapo. On fait un bon début de match, une bonne première mi-temps et on marque rapidement sur une pénalité jouée rapidement par le 9. Et voilà, après, s'il faut parler du match... Heureusement qu'il y a eu cette première mi-temps. Ouais, voilà exactement, parce qu'on fait une bonne première mi-temps, heureusement. Derrière, deuxième mi-temps, on s'est complètement endormi, il y a eu pas mal de turnovers, c'est vrai qu'il y a eu quelques blessés en première mi-temps. Mais bon, il faut vraiment qu'on retrouve du jeu et qu'on se rassure, qu'on reprenne la confiance, parce que très honnêtement, on n'a pas pris de plaisir aujourd'hui. Je pense que ce soit à la télé ou dans les tribunes, ils n'ont pas pris de plaisir non plus. Et à la base, on est là pour ça, quoi. Donc il faut vite qu'on rectifie ça. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup d'en avant, beaucoup de fautes, de pénalités, d'indiscipline. Et si on veut arriver à notre objectif cet été, il va falloir qu'on travaille sérieusement. Quel était l'objectif ici en venant à Nîmes ? L'objectif, il est clair, c'était de prendre des points. On espérait au moins prendre un point. On a montré sur la deuxième mi-temps qu'on avait ce potentiel-là. Malheureusement, la mauvaise première mi-temps qu'on fait nous coûte trop cher et on a du mal à revenir, quoi. Qu'est-ce qui manquait justement cette première mi-temps ? Je pense un peu plus d'agressivité, moins d'indiscipline. On a laissé beaucoup de points liés à l'indiscipline. On joue déjà 10 minutes à 14 et après, bien évidemment, on n'a pas entamé le match comme on les entame d'habitude. Donc le résultat est là, quoi. Tout à fait, ouais, qu'on laisse échapper, alors que je pense qu'on avait les moyens d'aller le chercher. On l'a montré en deuxième mi-temps, on ne prend pas d'essai. L'équipe de Nîmes, qui est une très belle équipe, vient dans notre camp. On a réussi à leur faire beaucoup de fautes sur notre défense et tout. Ils lâchent pas mal de ballons, mais bon, je pense qu'il y a moyen de repartir d'ici avec un point. Au moins un point, je pense qu'on le méritait. C'était peut-être mérité, mais ça ne s'est pas fait. On regarde ensemble des résultats de cette 16e journée avec, donc on va chercher les premiers, la défaite de Carf. Du Carf, hein, c'est l'équipe qui est leader à Châteaurange. Ça ressemble à un certain résultat nîmois, ça aussi, à Châteauneuf, il n'y a pas si longtemps. Donc comme quoi, cette équipe de Châteaurange, c'est du solide. Et je cherche également l'équipe de Grasse, 45-5, là ça a déroulé. Je crois qu'ils sont même premiers ce soir, on va les voir. Et hier également a gagné, voilà, Grasse qui a sauté le Carf en tête. Nîmes toujours 4e avec un match en moins. Alors il y a 2 matchs en moins, c'est un peu compliqué, mais les autres équipes n'ont que 15 matchs. Et Nîmes en a 14, donc il y a un match en moins qui sera à jouer le 21 mars avec un déplacement au Carf, c'est Saint-Raphaël. La prochaine journée, le 7 mars, ce sera à Sifour. Sifour qui est en deuxième partie de classement. Si on peut revenir une seconde sur le classement. Je les cherche, Sifour. Ils sont derniers. Ils sont derniers, hein, voilà, c'est ça, tout à fait. Et puis ensuite, il y aura ce match en retard face à Carf et puis le déplacement à la Voulte. Merci encore Jean-Michel d'avoir été avec nous ce soir. Et puis du travail encore à l'entraînement toute cette semaine pour réussir et la première et la deuxième mi-temps
Nous, on a fini la première mi-temps des aléas du direct. On passe à la météo et puis le journal avec Christophe Ché qui arrive. À tout de suite.